Bienvenue à Parle Jazz. En ce mardi 14 octobre, lendemain de l'Action de grâce, j'espère que vous avez passé un beau week-end. Et j'accueille aujourd'hui sur le panel Jacques Giguère qui est avec nous le mardi. Bonjour Jacques. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Un lendemain d'Action de grâce, ça va toujours bien. Oui. Et puis on en parlera un petit peu de l'Action de grâce qui n'est pas la même date au Canada puis aux États-Unis. Ça viendra à l'émission. Et on vous invite à participer bien sûr avec nous aux nombreuses discussions qu'on aura durant l'heure. Les lignes téléphoniques seront déjà ouvertes dès le début de l'émission au 506-532-0133. Et je vous invite à nous écrire par courriel à l'adresse cjse@cjse.ca. Bienvenue à Parle Jazz. C'est à l'Action de grâce, Jacques. Et puis, est-ce que tu as fait une petite activité familiale? Absolument. On fait toujours... généralement, on fait des fêtes familiales. En fait, l'Action de grâce, ça sert justement à remercier d'une certaine façon la nature, les récoltes de fin de saison, pour dire merci à Dame Nature pour tout ce qu'elle nous a donné pendant la saison, puis faire des réserves pour l'hiver, et on en profite pour faire une activité sociale, généralement familiale, où on se voit pas, on retrouve des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, puis ça nous permet de prendre des nouvelles. Bref, c'est un heureux mélange de choses, de familial et de nature, et c'est une journée de plus de congé que les gens apprécient beaucoup. Un jour férié, pourquoi pas? Et puis c'est ça, c'est pas la même date au Canada puis aux États-Unis à cause, j'imagine, de différences historiques, d'autres sortes de différences. Ça, c'est intéressant parce que souvent, on se rend compte que l'Action de grâce qui est fêtée plus tard aux États-Unis, on se dit, mais pourquoi il la fête plus tard puis chez nous, on la fête plus tôt? Les récoltes, c'est quoi pourquoi il y a une différence comme ça? On se dit, parce que le Canada n'est pas les États-Unis en partant, mais aussi parce qu'il y a une différence climatique et il y a aussi une différence de récolte. Le Canada, l'automne arrive un peu plus tôt. Et donc, la situation géographique, on est plus au nord. Donc, les récoltes se terminent plus tôt, souvent en septembre. Et donc, l'Action de grâce au Canada est célébrée le 2e lundi d'octobre. OK? Alors qu'aux États-Unis, les récoltes se font un peu plus tard. Il fait plus chaud plus longtemps. Et surtout dans le sud, évidemment, des États-Unis. Alors là-bas, on appelle ça la Thanksgiving. Et là-bas, ils la célèbrent le 4e jeudi de novembre. Donc, chez nous, c'est le deuxième lundi. Et là-bas, c'est le 4e jeudi de novembre. Du mois suivant, oui. Oui, ça correspond toujours là, avec une grosse fin de semaine d'amateurs de football américain. Il y a toujours beaucoup de matchs. Et c'est des fins de semaine vraiment importantes aux États-Unis. Là. Il y a un côté, le même côté que chez nous, plus tard, mais aussi un côté sportif que chez nous, on a moins. Ah, qui est lié à l'Action de grâce aussi. Oui, absolument. À cause un peu que ça arrive en même temps. C'est un petit peu juste une question de c'est différent, c'est le climat. C'est ça, c'est ça. Eh bien, j'espère que vous avez passé une belle Action de grâce. Et quelque chose d'inquiétant, avant de passer à un sujet dont on va parler aujourd'hui, bien sûr, là, on va revenir sur une discussion qu'on croyait qui était terminée, que le Canada devienne un 51e État. Mais tout d'abord, les sécheresses, les nombreux feux de forêt, ça a été intense et puis on voulait savoir si les gens ont manqué d'eau, parce qu'à de nombreux endroits, on manque d'eau. De nombreux endroits, j'ai vu passer ça dans les médias depuis une bonne période. Dès le milieu de l'été, les gens commençaient à manquer d'eau dans la péninsule acadienne, entre autres, et évidemment, une bonne partie du sud-est du Nouveau-Brunswick, la région de Memramcook et ailleurs aussi. Je pense qu'on n'a pas vu ça souvent, manquer d'eau. En fait, comme ça. Autant que ça, aussi longtemps, une période avec si peu d'eau, si peu de pluie, ça a permis que, évidemment, à la terre de s'assécher tranquillement, et puis les nappes phréatiques aussi de s'assécher. Puis la plupart des gens qui ont des puits de surface, eux ont manqué d'eau assez rapidement, beaucoup plus que les gens qui ont des puits artésiens. Il y a une différence entre les deux. Souvent, des gens ont des puits près de la maison. Si vous vivez en campagne, si vous vivez à centre-ville de Shediac ou à centre-ville de Dieppe ou à Moncton, vous êtes
branchés au système municipal qui, eux, s'assurent de vous fournir de l'eau constamment de différentes façons. À Memramcook, par exemple, c'est des puits artésiens, donc on va chercher l'eau très profondément dans la terre. Ah oui, la ville est fournie par des puits artésiens? Oui, ils ont des veines qui sont très, très, très généreuses, je vous dirais. Donc, c'est pas un problème, c'est pas un enjeu à ce niveau-là. La municipalité, par exemple, de Moncton, Dieppe, Riverview, ils sont approvisionnés par des lacs qui sont du côté de Riverview, mais beaucoup plus haut en forêt, là. Et donc, dans le comté de Riverside-Albert, là, il faut vraiment aller là. Et donc, ils ont toute une zone de protection et cette eau-là, elle est traitée. À chaque fois, l'eau passe à travers un système de traitement qui vous assure d'avoir de l'eau potable. Chez Diac, c'est un peu le même principe. Donc, on a... ces gens-là sont assurés d'avoir de l'eau, ils paient leurs factures, c'est tout. Mais si vous sortez de ces zones-là, vous êtes en campagne, plus en campagne. Vous construisez une maison, ça vous prend de l'eau. Alors, pour avoir de l'eau, il n'y a pas 25 manières. Il y a généralement, historiquement, on a toujours fait des puits. On creuse dans la terre. On fait un puits de surface quand l'eau est généreuse, quand il y en a beaucoup. Alors, à ce moment-là, un puits de surface va suffire. On descend à peu près 20, 30, 40 pieds, 50 pieds max. Et puis, on creuse un trou. Puis, finalement, cette eau-là, on met une pompe. Puis, cette eau-là va satisfaire les besoins d'une maison. Mais à des endroits, c'est pas suffisant. Alors, on va creuser beaucoup plus profondément. Là, on parle de centaines de pieds, jusqu'à plusieurs... Bon, enfin, ça dépend. Ça dépend des endroits, ça dépend des veines. Je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais un puits artésien, lui, il va aller chercher beaucoup plus creux l'eau. Et donc, plus on descend, moins qu'il y a de chances qu'on en manque, parce que imaginez toutes les couches qu'il peut y avoir au-dessus, donc qui vont finir par alimenter constamment votre puits. Mais dépendamment de la plupart des régions, on crée un puits de surface parce que c'est un peu moins cher à faire aussi. Et c'est ces puits-là qui se sont asséchés en premier. Mais quand on manque d'eau dans une maison, ça peut poser des problèmes. Comment on fait pour s'organiser? Ben voilà. Puis ça, moi, j'aimerais entendre des gens qui, cet été, ont manqué d'eau et ont été obligés de s'organiser autrement. C'est là qu'on se rend compte de l'importance de l'eau dans notre vie. Enfin, l'eau, c'est la source de vie. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'en a pas dans une maison? Comment on s'organise pour faire la cuisson, pour faire la lessive, pour faire juste pour se prendre une douche, pour boire de l'eau. Non, ça devient pas évident. Alors, c'est pas évident, non? On lance l'appel. Si vous avez manqué d'eau, est-ce que vous avez manqué d'eau selon votre endroit ou tout ça? Et comment vous vous êtes organisé avec cette sécheresse? Et puis aussi, on se demande si les changements climatiques, c'est certainement lié au changement climatique, ces sécheresses-là, de cause humaine. Du moins, c'est ce que le consensus scientifique semble dire. Mais jusqu'à quel point ça vous inquiète, les changements climatiques? On voudrait savoir, parce qu'on a eu un épisode de sécheresse qu'on craint que ça revienne année après année. Il y en a eu en 2018, si ma mémoire est bonne. Il y a eu une petite sécheresse à ce moment-là. Des gens ont manqué d'eau. Mais là, il y a un autre phénomène, c'est celui des feux de forêt. Alors là, les feux de forêt qui ont détruit une grande quantité de boisés juste au Nouveau-Brunswick. C'est 3000 hectares environ qui sont partis en fumée. Dans la province du Nouveau-Brunswick. Au pays, on est presque à 9 millions d'hectares qui sont partis. Puis dans le monde, là, c'est au-dessus de 100 millions. Donc, il y a un phénomène qui est en train de se produire parce qu'on a déjà, depuis l'époque, la révolution industrielle autour de 1850, on a déjà ajouté près de 1,5. On est à 1, entre 3 et ça dépend de quelle période, là. Mais on est près de 1,5 degrés déjà qu'on a mis... on a ajouté des gaz à effet de serre qui ont réchauffé la température globale de 1, mettons, on va arrondir à 1,5. Et ça, c'est un objectif qu'on s'était donné à Paris pour 2050. On est en 2025. Donc, voyons, pardonnez-moi ce matin. Donc, il y a un impact. Inévitablement, il y a un impact. Et celui, donc, des sécheresses et donc des feux de forêt. Parce qu'une forêt, évidemment, ça brûle assez facilement quand c'est sec. Quand le feu prend là-dedans, c'est du bois, hein, faut pas oublier. Puis le bois, c'est du carbone. Du carbone, quand on le brûle, ça brûle. Hey, le plus gros feu qu'on a eu, c'est le feu du chemin Oldfield près de Miramichi. Mm-hmm. Ça, c'est le plus gros qu'il y a eu cette année. Oui, Nouvelle-Écosse, je pense que même en Nouvelle-Écosse, je me demande si on réussit à prendre le contrôle d'un des grands feux qu'il y avait là-bas. Terre-Neuve a vécu une grosse période de feux de forêt, puis évidemment, le territoire du Nord-Ouest, enfin l'Ouest aussi a vécu. On se souviendra, il n'y a pas si longtemps, il y a des villes qui ont passé au feu.
carrément, à cause des feux de forêt. Les pompiers font des pieds et des mains pour combattre les feux de forêt, mais c'est très difficile parce que quand ça rentre dans la terre, à ce moment-là, ça se propage au niveau du sol. On les voit, des fois, on voit du visuel là, où on voit les pompiers combattre en forêt. Souvent, ils vont essayer de faire des tranchées pour limiter la propagation d'un côté ou de l'autre. C'est tout un travail. Et souvent, les gens veulent aider, mais ils n'ont pas les formations. Donc, ça devient très dangereux de s'hasarder en forêt, d'aller en forêt pour essayer d'éteindre un feu de forêt. Moi, j'y penserais à 2 fois. Je demanderais la collaboration des gens de ne pas se lancer là-dedans et plutôt d'aller... si on nous dit qu'il faut sortir, ben il faut sortir parce que souvent, il y a des raisons que nous, peut-être, on ne voit pas ou qu'on ne connaît pas. La direction des vents, des pronostics à venir, tout ça. Et puis, c'est triste parce que des fois, peut-être qu'il y a des gens qui vont perdre tout ce qu'ils ont mis. Vous savez, perdre une maison, c'est pas drôle, là. C'est ça. Alors, il faut faire attention à ce genre de choses-là. Absolument. Et puis là, les gens qui manquaient d'eau, est-ce qu'il en manque encore? Parce que ça peut continuer. Parce qu'aujourd'hui, le conseil municipal de Memramcook installe une station d'eau. Ce ne sera pas de l'eau potable, par contre? Alors, on installe ça à partir d'aujourd'hui, puis les gens devront la filtrer avant de la consommer. C'est une station d'eau payante, mais ça sera ouverte dans le garage municipal à partir d'aujourd'hui, puis ensuite les lundis et les jeudis, entre 13h et 19h, les gens peuvent aller s'acheter de l'eau. En fait, c'est une excellente initiative parce que, il y a des gens qui sont raccordés au système municipal. Ce gens-là, pas de problème. Mais il y en a d'autres qui, oui, ont des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ces citoyens quand certains ont de l'eau puis d'autres en ont pas? Je peux comprendre qu'ils ne payent pas peut-être le même niveau de taxation, donc on leur charge, je pense, c'est 15 $, quelque chose comme ça, puis on les rembourse en partie. Bon, il y a tout un système administratif, si vous voulez, qui vient avec ça, mais ça vous prend de l'eau. Alors, vous pouvez pas, ça s'invente pas de l'eau, il faut la trouver à quelque part. C'est toujours la même eau sur Terre là, qui circule. Là. Donc, il faut aller la chercher, puis il faut pouvoir l'utiliser consciemment. C'est là qu'on se rend compte de l'importance de l'eau. Vraiment, je reviens à ça, parce que c'est essentiel à la vie, et quand on en a plus, c'est là qu'on voit qu'on en surconsomme. Quand on va en ville, puis qu'on voit plus que l'eau est fournie, puis il en manque jamais, quand on voit des gens laver son driveway avec à la hause, puis vous savez que c'est de l'eau potable qui sort de là. Ben, tu sais, on a de l'eau potable dans nos toilettes, là. Tu sais, on est certainement la seule espèce qui fait ses besoins dans de l'eau potable. Oui, quelque part, il y a un non-sens. Vous avez raison. Il y a un non-sens. Je pense que les gens ne seraient pas à l'aise d'avoir de l'eau brune. Ça prend de l'eau propre. Ça n'a pas besoin d'être potable. Pas besoin d'être potable, de toute façon, mais ça prend de l'eau propre. Ouais. Alors que probablement que c'est ce qui va arriver, par exemple, pour les gens de la région de Memramcook, qui vont aller chercher de l'eau au garage municipal, ben ils pourront au moins l'utiliser pour tout ce genre de choses-là. Oui. Donc, c'est pas un problème. Si vous voulez la boire, probablement, on la fait bouillir. Et puis, je ne sais pas combien de temps. Puis, à ce moment-là, au moins, vous avez de l'eau qui est potable. Mais vous avez raison. Mais dans le fond, c'est simplement pour des raisons économiques qu'on fait ça. C'est pas pour des raisons logiques, c'est des raisons économiques. À partir du moment où on fait de l'eau potable dans une usine, où est-ce qu'elle va? Comment est-ce qu'on distribue cette eau-là? Imaginez-vous s'il fallait avoir 2 lignes d'eau, une d'eau potable, mais une d'eau propre. Alors, si vous rentrez ça pour distribuer ça partout à travers, c'est bien plus simple d'envoyer une ligne d'eau potable partout. Et quand on construit une maison, ben il y a une ligne d'eau potable qui rentre dans la maison, puis le plombier fait son travail, il la distribue partout. Oui, c'est logique. C'est logique. Les coûts seraient exorbitants si on faisait ça différemment. Mais si vous aviez à filtrer vous-même votre eau, pensez-y, seulement de 7 à 10 % de l'eau d'une maison a besoin d'être potable pour boire et pour la cuisson. Tout le reste n'a pas besoin d'être potable, a besoin d'être propre, certainement. Mais d'être potable pour le lave-vaisselle, non. D'être potable pour la toilette, non. D'être potable pour laver le linge, non. Elle a besoin d'être propre. Oui. Pour se laver dans la douche, j'imagine aussi. Est-ce qu'on pourrait le faire sans eau potable, mais en autant que l'eau soit propre? Ouais. Quand vous allez vous baigner à la mer, là, quand vous allez vous baigner... Oui, c'est évidemment. On avale tout un petit peu là, de l'eau, là, puis laissez-moi vous dire que c'est pas de l'eau potable, là. Mais quand on dit qu'elle n'est pas potable, mais qu'elle est propre, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau qui fait qu'elle n'est pas potable? Il ne faut pas qu'il y ait de bactéries. Essentiellement, il faut éliminer les bactéries.
faut pas se rendre malade à boire de l'eau. Non, mais je veux dire, pour se laver avec, si tu dis on a besoin d'une eau propre, même si elle n'est pas potable, mais là, il pourrait avoir des bactéries dedans puis il n'y aurait pas de problème pour se laver, par exemple? C'est pour se laver. Vous mettez ça du savon puis tout ça. Donc, c'est pas essentiel qu'elle le soit. De préférence. Puis là, écoutez, je ne vais pas rentrer dans tout un débat sanitaire. Là. Vous avez de l'eau potable, parfait, je suis content, puis il faut continuer comme ça. Je vais juste pousser un peu plus loin. Est-ce qu'on a besoin de l'eau potable pour mettre dans les toilettes? La réponse, c'est non. On a besoin de l'eau propre pour pas tout salir, mais on n'a pas besoin de l'eau potable pour les toilettes. Donc, il y a peut-être une réflexion qu'on devra faire si les sécheresses se poursuivent comme ça. Si c'est seulement un épisode, puis ça arrive cette année, mais ça ne revient pas pour un autre 10-15 ans, vous pouvez être certain qu'on va laisser ça comme ça, là. Il n'y a rien qui va changer. Mais si ça se poursuit, alors, peut-être que même les municipalités auront des problématiques. Et là, ça devient difficile parce que là, c'est général. Qu'est-ce qu'on va faire des lavotos? Qu'est-ce qu'on va faire? À un moment donné, il va falloir réfléchir à l'utilisation de l'eau. Il va falloir faire de l'organisation H2O. C'est pas évident. Non, mais franchement. Et puis là, tout ça revient des changements climatiques, c'est clair. Mais est-ce que ça, les changements climatiques, à l'heure où on se parle aujourd'hui, 2025, est-ce que c'est une croyance là où c'est fini ce temps-là? Puis ça a été assez prouvé qu'on vit des changements climatiques parce que ça a été longtemps une question de croyance. Les scientifiques tentent de dire que c'est mesurable, vérifié et que c'est de cause humaine qui a provoqué tout ça. Mais en fait, la question est plutôt... elle est mal posée, puis prenez pas ça personnel. Okay, c'est pas que la question... c'est pas une question de croyance. Ça n'a aucun lien avec les croyances. Vous pouvez croire en Dieu, vous pouvez croire en Yahvé, vous pouvez croire en Bouddha, vous pouvez croire en ce que vous voulez. Mais les changements climatiques, c'est une évidence. Il y a le GIEC, qu'on appelle le groupe interdisciplinaire sur l'évaluation du climat qui, chaque année, étudie tous les rapports, toutes les données scientifiques de par le monde. Et ce sont des données vérifiées, revérifiées, vérifiables. N'importe qui pourra aller vérifier ça, faire les mêmes analyses, en arriver au même résultat. C'est ça, la science. Et donc, c'est plus qu'un consensus. C'est vraiment... la science a fait son travail. Elle a démontré, hors de tout doute raisonnable, que l'augmentation des gaz à effet de serre qui sont dus aux activités humaines, notre transport, nos avions, le charbon, tout le pétrole là, qu'on utilise, le gaz, le pétrole puis le charbon essentiellement, tout ça, tout ça quand on le brûle, crée des gaz à effet de serre. Rappelez-vous cette fameuse phrase qu'on apprenait en chimie dans notre cours de secondaire de Lavoisier. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Tout n'est que transformation. Mais c'est exactement ça. Quand vous brûlez du pétrole dans votre voiture, qu'est-ce qui arrive? Ça disparaît pas. Ça disparaît pas. Ça s'en va dans le tuyau d'échappement, puis à l'autre bout, dans le muffler, c'est du CO2 là, qui sort de là. Et donc, ça s'en va dans l'atmosphère. Et donc, l'affaire, c'est que toute cette chaleur-là reste dans l'atmosphère. L'atmosphère de la Terre emprisonne, dans le fond, la chaleur qu'on produit. C'est pour ça que ça se réchauffe sans arrêt? Non, c'est plus compliqué que ça. En fait, le CO2, quand il est dans l'atmosphère, c'est un gaz qui est très... on dit CO2, c'est aussi, on appelle ça du gaz carbonique ou du dioxyde de carbone. Mm-hmm. C'est toute la même affaire. Oui. Du CO2, c'est une molécule, un atome de carbone plus 2 atomes d'oxygène. Le C, ça veut dire carbone. O veut dire oxygène, puis le petit 2 veut dire que 2 atomes. Donc, si vous mettez un atome de carbone avec 2 atomes d'oxygène, ça fait une molécule de CO2. C'est ça qui sort du tuyau d'échappement. Et donc, ça, quand c'est dans l'atmosphère, c'est une particule, c'est une molécule qui est très stable dans l'atmosphère. Ça prend des centaines, voire des milliers d'années à disparaître. Parce que ça n'est absorbé que de 2 manières. Par le système, c'est absorbé soit par la photosynthèse, les plantes, qui utilisent justement... C'est fantastique ce que la nature peut faire. Les rayons du soleil, la plante, avec sa feuille verte, là, elle n'est pas verte pour rien, elle fait de la photosynthèse avec ça, et elle prend la lumière du soleil, prend une molécule de CO2, la sépare, rejette l'oxygène qu'on respire. Le O2, c'est l'oxygène qu'on respire. Elle rejette ça dans l'atmosphère. Elle garde le C, le carbone, pour se construire. Et c'est pour ça qu'un arbre... Pourquoi qu'un arbre brûle?
Ben, parce qu'il y avait du carbone. Parce que c'est aussi simple que ça, là. Écoute, j'essaie de résumer. On fait pas un cours de chimie. On fait pas un cours de chimie, mais en gros, c'est intéressant. C'est un peu comme ça que ça marche. Et l'autre manière, c'est par les océans. Donc, les arbres peuvent utiliser le CO2 et les océans aussi qui l'emmagasinent beaucoup avec les vagues. Tu sais, vous savez, des fois, on voit des moutons, là, on appelle ça des moutons sur la mer. La petite mousse blanche, là. Petite mousse, ouais, pas la petite mousse blanche sur le bord des côtes, mais vraiment quand les vagues, ça retombe, puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se produit? C'est que la vague ramène dans l'eau de l'air. Hein? Puis elle ramène aussi du CO2. Et donc, les océans, c'est le plus gros absorbeur de CO2. Et c'est pour ça que les scientifiques ont dit, s'ils absorbent autant, qu'est-ce qui se produit dans l'eau quand on ajoute du CO2 comme ça? Et c'est là qu'ils ont constaté qu'on est en train d'acidifier. On transforme la chimie des océans et en acidifiant, on change le pH au fond de l'océan. Puis il y a des coraux, par exemple, il y a des plantes qui sont très sensibles à ça. Tous les crustacés, tous ceux qui ont besoin, qui se font des coquilles, justement, quand on modifie le pH, ça va venir modifier leur façon de faire. Et il y a des bonnes chances qu'il y en a qui vont disparaître. À 2 degrés d'augmentation de gaz à effet de serre, les scientifiques ont calculé que tous les coraux du monde vont disparaître. 2 degrés depuis l'ère pré-industrielle. Donc, on est déjà avancé de 1,4 ou 1,5. En fait, tout est en place pour qu'on s'en aille vers ça. Là. On réduit pas. Ça regarde mal. On va prendre un appel. C'est le 506-532-0133. Si vous voulez nous rejoindre, participer aux discussions, poser des questions. Parle, jase, on vous écoute. Oui, bonjour. Moncton, le réservoir, c'est à Turtle Creek, hein? Oui. Puis c'est là qu'est la réserve, puis tout ça. Je me demande à Shediac, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est, ça? Pour la réserve? C'est une excellente question. Je n'ai pas la réponse. Mais on pourrait sûrement... s'il y a quelqu'un de la municipalité qui a la réponse, vous pourriez nous téléphoner pour nous informer là-dessus. Okay. Parce qu'on est en bord de mer. Votre question est pertinente parce qu'on est en bord de mer à Shediac. Ben oui. Et donc, il y a une influence entre, des fois, quand on pompe trop de l'eau, si elle vient sous terre, qu'elle soit remplacée par de l'eau salée. Oui, c'est ça. Ça pourrait arriver. Sûrement pas que ça arrive maintenant. Mais écoutez, je n'ai pas la réponse, mais je vais la trouver d'ici la fin de l'émission. Merci beaucoup. Puis à part de ça, la Bougeaugan, c'est vos voisins, ça serait-il avec la réserve de Shediac, ça? On parle de l'eau, là. Oui. Oui. La Bougeaugan, ou les communautés, là, choses environnantes, là. C'est tout avec Shediac, ça? C'est ça le sujet. Le sujet, c'est l'eau, hein? Oui, oui, le sujet, c'est l'eau potable qui, en fait, la pénurie, la sécheresse qui a asséché beaucoup de puits. Oui. Mais là, votre question, c'est est-ce que c'est au niveau administratif ou c'est au niveau de l'eau? À Bougeaugan est quand même assez loin de Shediac et j'ai des forts doutes que les pipes, comme on dit, les pipes d'eau se rendent jusque-là. Il y a des bonnes chances qui... En fait, pour pouvoir, quand la ville s'élargit, qu'on construit des nouvelles rues en périphérie, on va essayer dans une planification municipale, toutes les municipalités font ça, d'essayer de dire, OK, si on construit à tel endroit, ils vont essayer de préconiser, d'avantager les constructions résidentielles qui sont branchées, si vous voulez, à un système municipal. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se construire ailleurs. On peut se construire ailleurs. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que, mettons, un développeur arrive et dit, moi, je veux construire 150 maisons. Bien, généralement, même lui va réfléchir à jusqu'où vont les lignes d'eau et d'égouts, parce que ce qui rentre va ressortir à un moment donné. Puis, où je pourrais me construire là-dedans. Donc, et ça se fait avec les municipalités. Et puis, alors quand on sort des municipalités, à ce moment-là, c'est plus des terrains où les gens sont obligés d'avoir un minimum d'espace pour pouvoir avoir et un puits et une fosse septique. Donc, un minimum. Dans le temps, c'était 2 acres. Aujourd'hui, je crois que c'est un peu moins. Là. Mais ça vous prend ça parce que vous devez vous assurer de pouvoir évacuer les eaux usées, puis vous devez pouvoir vous assurer d'avoir de l'eau pour votre maison. Pour s'approvisionner. C'est ça. Ouais. OK, c'est ça ma question. Ma question, c'est, je me demande comment est-ce que Shediac s'approvisionne. Oui, mais on va regarder ça. Comme Jacques l'a dit, il est déjà sur la recherche, sur son portable. On va voir si on peut trouver cette réponse.
Puis c'est un beau sujet, ça. Ah ben, ça fait partie des sujets qui sont inquiétants, par contre. D'après ce que je peux voir, là, la Shediac prend son eau potable de 7 puits souterrains. Donc, c'est de l'eau, c'est probablement des puits très profonds artésiens. Oui, très profonds. Puis après ça, ça s'en va à l'usine de traitement à Brobridge. Un peu comme un Memram Cook, là, c'est des puits artésiens qui fournissent ça aussi, oui. Oui, ça aussi, oui. Ça. Puis l'eau, évidemment, elle est traitée pour qu'elle soit potable et envoyée dans des systèmes de tuyaux spécialement faits pour ça, qui sont nettoyés. C'est très rare qu'une grosse municipalité va avoir un problème d'eau, parce qu'il y a un problème de qualité d'eau potable, parce qu'elle a les outils pour vérifier la qualité de son eau. Elle a des gens qui ne font... je dirais pas que... Oui, ça dépend de la grosseur de la municipalité, mais il y a des gens qui font ça régulièrement. En fait, ils n'ont pas le choix. C'est le gouvernement qui demande aux municipalités qui ont de l'eau potable, vous devez faire tel test à tel moment, de façon régulière pour vous assurer que vous ne pouvez pas empoisonner vos gens. Là. Vous ne voulez pas que les gens tombent malades. C'est normal. Donc, ils le font. Puis, c'est rare qu'on entende des grandes municipalités avoir des problèmes. Il y a eu une vieille histoire en Ontario où les gens, il y avait eu une négligence, puis ils ont été poursuivis. Mon Dieu, ça fait longtemps de ça. Mais c'est ça pour dire que c'est très rare. C'est très, très rare. Et puis, généralement, les gens font un bon travail, puis parce que l'eau est essentielle. Vous avez raison, l'eau est essentielle. L'eau, OK, Arthur, moi, je demeure à Moncton. Puis, ils ne mettent pas de chlorine là, dans l'eau, à Moncton, d'avoir arrêté ça. Je me demande comment Shediac, puis ça, c'était... S'il y a encore du chlore? C'était ça la pratique, là, ouais? Moi, je pense que le chlore, il sert essentiellement... il sert à autre chose aussi, là, mais il y a une utilité, justement, pour l'eau potable. Écoutez, vous me rentrez dans des détails techniques d'une municipalité en particulier. Ils ont des règles à suivre. Je les ai pas devant moi, mais je suis convaincu que si vous appelez votre municipalité, ils vont vous dire exactement comment ils traitent l'eau. D'ailleurs, vous pouvez même probablement visiter, je sais qu'à chaque année, ou de temps en temps, ils font des visites comme ça. À Moncton, vous pouvez aller visiter de temps en temps le traitement des eaux usées. C'est impressionnant, ça, à voir. J'ai eu la chance d'en visiter une. Aussi, vous êtes allé, vous aussi? Moi, je demeure à Moncton, mais j'ai été dans le passé. C'est impressionnant, hein? Oh oui! Puis c'est le bord à Riverview, là. C'est ça. Là, c'est un traitement primaire. Donc, on faisait seulement enlever les solides. Puis après, les étapes, c'est d'avoir un traitement secondaire puis un traitement tertiaire pour que l'eau qui sort de là, quand il l'envoie dans la rivière Petit-Kodiak, qu'elle n'ait pas de contaminants dedans. Oui, c'est ça. Mais ça coûte cher. Oui, ça coûte, hein. Mais c'est les contribuables qui payent ça. Oui, indirectement, à travers les subventions gouvernementales. C'est nos taxes, au fond. Nos taxes, il faut qu'ils servent à quelque chose. J'aime mieux qu'ils servent à ça que... C'est mieux l'eau que bien des affaires. Je pense qu'à un moment donné, il faut prioriser. Oui. Puis plus on va avancer dans le temps, plus les priorisations... Ça va être difficile à un moment donné de faire des choix. Surtout avec notre voisin du Sud qui nous demande de faire des choix qu'on ne veut pas. Oui, c'est ça, lui, hein? Exactement. Il nous donne des menaces, hein? Oui, puis ça, on va y revenir un petit peu plus tard à l'émission. Encore une fois, les menaces qui nous viennent du Sud un peu. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, que ces genres de menaces-là de 51e État? Moi, je suis contre ça. On est fiers d'être Canadiens, puis on est un pays souverain, puis il n'y a pas d'idée. Les Américains ont tout le temps... ils sont puissants, hein? Puis avec le président Donald Trump, t'en garantis que... Anyway, c'est pas drôle. Trump a vraiment... Puis moi, Trump, par exemple, il nous a donné une fierté d'être Canadien. Hein? Ça, on peut lui donner ça. Oui, il faut qu'on lui donne ça. Puis les Québécois, hein, tu sais, là, regarde, ils ont fait 3 référendums, puis tout ça, puis regarde, tu vois. Non, vraiment, comment chanceux qu'on est Canadien? On est dans le plus beau pays du monde. Puis on est chanceux, puis regarde, les menaces des États-Unis, puis tout ça. En tous les cas, c'est ça. OK, mais pour l'eau, puis ça, c'est ça, mon... OK. Merci beaucoup pour votre appel. OK, c'est moi qui vous remercie. OK, bonne journée. OK, bonne journée. Bonne journée. Vous écoutez Parle, Jase, bon mardi et bon début de semaine puisqu'on est du retour d'une longue fin de semaine. Jacques Giguère est avec nous aujourd'hui. On a parlé de différents sujets. Vous pouvez nous appeler au 506-532-0133, que ce soit si vous voulez commander, si vous avez manqué d'eau, on voudrait savoir et comment vous vous êtes débrouillé. Également, si vous voulez parler des changements climatiques, vous y croyez, vous y croyez pas, ou bien à quel point ça vous inquiète.
Et également, bien, on pensait que les discussions du 51e État, c'était fini, mais un député de l'Ouest canadien, Brennan Day, qui dit qu'il a reçu une lettre, lui, d'un sénateur de l'État du Maine qui suggérait que les provinces de l'Ouest deviennent des États américains. Et Brennan Day, lui, a affirmé que la lettre a été rédigée par le sénateur républicain Joseph E. Martin du Maine. Et c'est préoccupant parce qu'on dit que ça outrepasse sa position de sénateur au niveau de l'État. Lui, il envoie une lettre là, pour dire... avec toutes les procédures qui devraient être faites, là, il essaie de convaincre les provinces de l'Ouest de devenir des États américains. Et ça venait pas du président Trump, là. Ça venait d'un sénateur. C'est étrange. Et il a outrepassé ses compétences, c'est sûr, en parlant au nom du pays. Et puis lui, M. Day, a envoyé une lettre. Et j'ai trouvé vraiment... Il a répondu solide, là. Il a répondu des affaires, premièrement, que le Canada n'est pas à vendre, comprenez ça. Il a fait toute une lettre. J'ai la lettre au complet devant moi. C'est sûr qu'on ne la lira pas au complet. Vous pouvez trouver ça facilement. Là, c'est la lettre de Brennan Day qui a rédigé. Mais dans la lettre, il dit que son affaire, là, qu'il avait reçue, ça se lisait comme une brochure de recrutement pour une idéologie politique, beaucoup plus qu'une offre qu'on faisait à des voisins gentiment. On ne nous demandait pas hey, « vous pourriez être des Américains ». Non, non. C'était vraiment comme du recrutement. Vous allez penser comme nous autres, vous allez être comme nous autres. Et puis, dans plusieurs sections de la lettre, le sénateur du Maine critique le Canada sur le thème de la liberté. Comme par exemple, il dit à un moment donné, « Pendant trop longtemps au Canada, vous avez été soumis à une illusion de liberté administrée par des moyens bureaucratiques. » Et il poursuit en disant... Votre liberté d'expression serait véritablement assurée si vous êtes aux États-Unis, que l'expression politique, les convictions religieuses, le droit de réunion, ça serait plus soumis aux lois changeantes des tribunaux et de répression des discours haineux. L'exemple le plus frappant, il parlait du 2e amendement. Dès leur admission, il disait « Les nouveaux de l'Ouest le canadien, vous allez pouvoir avoir des armes à feu, comme les gens du Texas et de la Floride et du Wyoming. » Qu'est-ce que tu penses d'une lettre comme ça qui est arrivée dans l'Ouest, Jacques? Bon, en fait, c'est de l'arrogance pure et simple. C'est quelqu'un qui se croit supérieur, qui pense qu'il est supérieur à tout le monde, que son idéologie est meilleure que les autres. Et puisque que vous n'en voulez ou n'en voulez pas, on va vous l'imposer. C'est un peu comme ça. Donc, ils essaient de convaincre des élus qui, eux, ont été élus démocratiquement ou des citoyens qui vivent dans un pays. En fait, il y a un manque de respect, il y a un manque de savoir-vivre derrière ça. Il y a un manque de respect de la souveraineté des autres nations, quelles qu'elles soient. Ils font la même chose avec le Groenland, bon, on ne peut pas juste dire à son voisin, vous allez avoir tout un avantage à venir chez nous. Si le voisin nous sollicite pour devenir un État, si, par exemple, si, mettons, Haïti voudrait devenir une province canadienne, une hypothèse. Oui, quand c'est à la demande. Si eux le demandaient, ben oui. Je pense que l'État canadien analyserait le dossier, verrait des avantages, des inconvénients. Il y aurait plein d'avantages. Au lieu d'aller en vacances en Floride, on pourrait peut-être aller en vacances en Haïti, dans un pays réorganisé, voyez-vous. Donc, puis eux, qu'est-ce qu'ils gagneraient et nous, qu'est-ce que nous gagnerions? Et donc là, il y aurait peut-être des négociations, des choses comme ça. C'est pas demain la veille que ça va arriver. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un respect des souverainetés. On va plutôt essayer d'aider le pays pour qu'il s'enligne sur la voie de la démocratie, par exemple, ou des choses comme ça, qui correspondent avec nos valeurs. Là, on est à des années-lumière, on est dans une... En fait, j'aime beaucoup le mot arrogance, parce que je trouve que c'est très arrogant de dire ça à nous, Canadiens, qui avons fortement exprimé le contraire. Mais en même temps, ça résonne chez certains auditeurs, chez certains auditeurs, mais chez certains Canadiens qui se disent, mais pourquoi pas? Moi, c'est ça le problème, hein? C'est le problème. Pourquoi pas? Moi, j'ai un gros problème avec ça, parce que je ne pense pas que c'est la solution. Je ne pense pas du tout que c'est la solution. Est-ce qu'il y a un avantage économique? Si on ramène tout à l'économie... En tout cas, pour la santé, non. Ça coûterait une fortune pour les frais de santé si on était comme aux États-Unis. Puis, est-ce qu'on devrait tous avoir des armes à feu comme au Texas? Je me souviens d'avoir été dans le sud des États-Unis, rentrer dans des restaurants où on nous dit les armes à feu sont les bienvenues. Moi, je trouve ça dangereux. Puis les gens arrivent avec des... Tu sais, comme dans les westerns, avec des revolvers, puis ils viennent s'asseoir, prendre un café. Bon, on est chez eux. À Rome, on fait comme les Romains. J'avais pas de fusil, évidemment. J'étais un touriste. Mais c'est impressionnant de voir ça. Mais pour eux qui ont vécu dans cette culture-là,
il n'y a pas de problème, parce qu'ils veulent se défendre. Si je suis attaqué, je veux pouvoir me défendre. Moi, ça serait un choc culturel total. Arriver dans un endroit que les gens ont sur eux leurs armes, puis dans un café, moi, je me sentirais perdu. Ben, beaucoup de gens sont comme ça, mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'y voient aucun problème. Ils se disent, le problème, c'est pas l'arme à feu, le problème, c'est la personne qui a l'arme à feu. Oui, ça, je l'entends souvent. Ça, on l'entend souvent, cet argument-là. Mais écoute, ça, c'est un autre débat. Mais de là à dire qu'on devrait envoyer une lettre, puis surtout un sénateur du Maine qui est notre voisin, hein, il est carrément notre voisin. Et du même coup, le même gouvernement se tourne de bord, puis il nous dit, ben là, on va hausser, à partir d'aujourd'hui, les taxes sur le bois d'œuvre à une augmentation de 10 %. Donc, tout ce qui est exporté aux États-Unis de bois d'œuvre, maintenant, est encore surtaxé. Il était déjà à 20 quelques %, puis là, on se rapproche quasiment, je pense, là, c'est rendu les cuisines, les cabinets de cuisine qu'on veut exporter. Là, on met des surtaxes là-dessus, on met des surtaxes sur tout. Enfin, on met une taxe, un tarif, ils appellent ça des tarifs, qui en réalité, ce sont des taxes que les acheteurs américains doivent payer au gouvernement américain. C'est ça, un tarif. C'est pas le Canada qui va payer ce tarif-là. C'est pas les gens qui font des armoires qui vont payer le tarif. Leur produit va devenir moins compétitif parce qu'il va être plus cher, parce que ceux qui vont les vendre à l'autre côté devront payer le tarif au gouvernement américain de 25, 30, 40, 50 %. Et c'est là que ça devient problématique. C'est les citoyens. Puis lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le repasser au consommateur. Il va pas le payer dans ses poches. Il va pas le payer de ses poches. Donc, c'est souvent ça. C'est pour ça qu'il y a une inflation aux États-Unis. Mais c'est pas grave. La vérité n'a aucune importance dans ce gouvernement américain. La vérité n'a aucune importance. En fait, la vérité est un problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand la directrice des statistiques de l'emploi sort des statistiques pour dire au gouvernement américain, il s'est créé beaucoup moins d'emplois que prévu. Qu'est-ce que le président a fait? Il l'a mis dehors. Ah oui. Il l'a congédié en disant, ces chiffres-là, ça n'a pas de bon sens. Elle a fait son travail. Alors, on s'attaque au messager et non pas au message. On nomme quelqu'un d'autre qui... sous la torture, on peut faire dire bien des choses aux chiffres. Et puis, il est arrivé avec des nouveaux chiffres pour dire non, tout va bien. Alors, la vérité, c'est quoi? Alors, les gens vivent dans une illusion de vérité, alors que quand on met des scientifiques à la porte, aux États-Unis, à pleine porte, là, on poursuit les cabinets d'avocats, on poursuit des universités, puis on voudrait que nous, on embarque là-dedans. Ah, ça n'a pas de sens. Tu sais, je retiens le mot quand tu disais arrogant, là, qui était le mot qui t'arrive là, d'une lettre comme ça. Je vais juste te montrer un bout de la lettre de M. Martin là, du Maine qui a envoyé à l'Ouest canadien. Dans la lettre, il disait qu'on attendrait des nouveaux Américains, en voulant dire si les provinces là, canadiennes de l'Ouest, vous devenez Américains, que vous appreniez à respecter la Constitution, que vous saluez le drapeau américain, que vous enseignez à vos enfants l'histoire de Washington, Jefferson et Lincoln, et non celle de Louis Riel ou de Pierre Trudeau. T'sais, c'est arrogant de même. Mais la réponse de M. D, qui a été tellement solide, il a dit qu'on croit aux droits individuels, mais pas au détriment de la responsabilité collective, qu'on est une nation distincte, forgée par le compromis, bâtie sur la coopération, définie non par la révolution, mais par l'évolution. Et c'est bien dit. C'était solide. Quand j'ai lu ça, j'étais « wow, OK, au moins, là, il n'est pas allé de main morte, puis il a répondu solide. » D'autres petits bouts de la lettre que je vais dire. « Nous ne mesurons pas la liberté au nombre d'armes à feu possédées, mais on en a quelques-unes. Nous mesurons notre liberté à la façon dont nous prenons soin les uns des autres, à la façon dont nous bâtissons des institutions publiques solides qui garantissent l'éducation de nos enfants, la prise en charge de nos aînés, la protection de nos droits et qui empêchent toute faillite à cause d'une jambe cassée ou d'une chimiothérapie. Nous ne sommes pas des Américains avec un autocollant en forme de feuille d'érable. » Puis avec, il y en avait du bon stuff dans cette lettre. Alors au moins, monsieur, je le salue là, de l'Ouest, un sénateur qui a répondu... Stuart Prest, un professeur de sciences politiques, a affirmé que la lettre qui établit les conditions d'adhésion des provinces aux États-Unis, là, c'est un autre exemple de la façon dont les États-Unis font pression, encore une fois, là, pour nous faire croire que ce serait bien, ou je sais pas pourquoi Trump est arrivé avec ça au départ. On dirait que c'était une niaiserie au départ, que c'était lancé tout bonnement. Non. Sérieux. Moi, je pense que c'est très réfléchi pour deux raisons. La première raison, c'est que le Canada est un pays où nos ressources naturelles incroyables. Nous avons des terres rares, nous avons du pétrole, nous avons des forêts, nous avons des ressources naturelles. Et qu'est-ce qui est à la base de toute économie du monde? L'exploitation
ou la surexploitation des ressources naturelles. Alors, ça fait saliver là, les États-Unis. Ça, c'est pas écrit nulle part dans leur discours. Mais ils savent très bien que des terres rares, comme là, les Chinois ont décidé de limiter l'exportation des terres rares parce que ça va faire mal aux États-Unis. Et les Américains, ce qu'ils font, ils font des surtaxes, ils font des surtarifs. Ils savent plus comment mettre des tarifs. On est rendu à 100 %, c'est pas assez, on va en mettre plus, mais encore plus. Bon, ben, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que la Chine est devenue la base du système industriel mondial. Alors, la plupart des choses que vous achetez, là, comme là, c'est l'Halloween là, qui s'en vient, là. Toutes les babelles que vous allez voir devant les maisons, là. Il y en a beaucoup qui viennent de Chine. Quand vous les achetez, là, au Canadian Tire ou ailleurs, là, regardez donc sur l'étiquette, voir d'où c'est fait. La Chine est omniprésente. Elle est omniprésente. C'est là que c'est aller chez Dollar Store ou aller... Alors, à ce moment-là, vous avez donc cette force industrielle qui a décidé de jouer un rôle politique. Alors qu'avant, c'était minoritaire. C'était comme la grande force industrielle, c'était les États-Unis. Et là, tout à coup, vous avez une autre grosse force industrielle qui est la Chine. Et là, est-ce que l'Inde va en devenir les États-Unis aussi? Oui, l'Inde aussi. Oui, il y a beaucoup de choses qui est transférée en Inde maintenant parce que la Chine, veut pas, à force de créer de plus en plus de richesses dans son propre pays, les salaires commencent à augmenter. Avant, c'était payé pour à peu près rien. Aujourd'hui, ils sont obligés. Il y a certaines choses qui sont produites ailleurs. Donc, on va toujours essayer. Le monde économique est très inventif, puis ils vont essayer d'aller à des endroits où ça coûte moins cher à faire pour pouvoir vendre à des pays comme les États-Unis, qui est devenu beaucoup plus un marché d'acheteurs qu'un marché de vendeurs. Fait que là, lui, il veut rapatrier certaines choses, mais c'est pas vrai qu'on va faire des iPhones aux États-Unis. Là. Ils n'ont pas la main-d'œuvre, puis ils n'ont pas les compétences pour le faire. Même si c'est une compagnie américaine. Donc, c'est au moment de s'en aller en Chine que le gouvernement américain aurait dû réagir. Ils l'ont pas fait. Ils ont laissé partir. Aujourd'hui, ils commencent à payer le vrai prix de leur décision. Qu'est-ce qu'ils ont laissé partir? Ces entreprises-là, pour aller travailler ailleurs, pour aller fabriquer leurs produits ailleurs. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont ailleurs. Et ce qui est produit, si on voulait faire l'iPhone aux États-Unis, avec les salaires américains, l'iPhone, vous ne le paieriez pas au prix que vous payez là. Multipliez ça par je ne sais combien. Donc, il ne se vendrait pas. La compétition sud-coréenne, la compétition chinoise serait trop forte pour faire ça. Donc, ces compagnies-là vont pas déménager aux États-Unis. Ils vont faire semblant de déménager parce que c'est passager, ce qui se passe aux États-Unis. Espérons-le. On le verra aux élections de mi-mandat dans 1 an. Oui. C'est là que ça va se passer. Eh bien, restez bien branchés. Ça se poursuit pour Parle Jase. Vous écoutez Parle Jase en ce mardi 14 octobre. Vous pouvez nous appeler pour l'un ou l'autre des sujets mentionnés aujourd'hui. Le manque d'eau. Est-ce que vous avez manqué d'eau à la maison? Est-ce que aussi vous croyez au changement climatique et est-ce que ça vous inquiète? Et également, bien, 51e État, on a parlé un peu de cette lettre qui avait été envoyée pour les provinces de l'Ouest, là, mais on a répondu avec brio du côté d'un sénateur canadien. Et puis, on parlait tout à l'heure, Jacques, de l'effet de serre, mais en fait, on n'était pas rendu là. C'est que je te demandais comment ça se fait que la chaleur augmente dans l'atmosphère et tu me disais, le CO2 est absorbé beaucoup par les forêts, par les océans aussi. Absolument. Mais je voulais que tu poursuives sur la raison pour laquelle l'atmosphère se réchauffe. OK, c'est que il y a des gaz... des gaz, on dit les gaz à effet de serre, mais en réalité, c'est pas que le CO2, le méthane, par exemple, est un autre gaz à effet de serre. Qui est produit, par exemple, comme par les vaches, qui font des flatulences. Oui. Entre autres, oui, mais aussi, on pourrait dire les gaz, les puits de gaz de schiste, qui vont émettre du méthane aussi. En tout cas, enfin, il y a toutes sortes de manières que ça peut sortir, mais oui, de la décomposition pourrait être une autre source. Mais dans le fond, le gaz, tous les gaz à effet de serre, ils ont cette particularité, c'est que quand ils sont dans l'atmosphère, le soleil, lui, va constamment
envoyer ces rayons de soleil partout dans l'univers, au fond, ça part. Puis nous, vu qu'on est une boule qui tourne autour, on est frappé par les rayons du soleil, puis la Terre tourne sur elle-même. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils font la température moyenne du climat, parce que le climat puis la météo, c'est pas la même affaire. On a souvent tendance à confondre les deux. Oui, les gens disent que le réchauffement climatique, ça se peut pas parce qu'il fait froid. Oui, mais il y a des endroits qui vont faire froid. Deux choses. Ouais. Puis ça, je comprends. Puis la science devrait beaucoup mieux vulgariser cette problématique-là. Mais on va faire une histoire courte. Oui. Donc, puisque la Terre tourne sur elle-même, donc la température d'un côté est différente de l'autre côté. Quand il fait nuit d'un côté, on l'a vu la nuit dernière, ça a presque gelé, ou certains endroits ont vécu du gel. Alors qu'aujourd'hui, il va faire 15, 16, je sais pas. Oui. Ça dépend des endroits. Mais si on regarde sur une planète qui n'a pas d'atmosphère, comme Mars, là, d'un côté, quand c'est jour, il fait très, très chaud, mais quand c'est nuit, il fait très, très froid, comme moins 100 quelques degrés. Ah, plus que ça, même 200 quelques, puis le jour, il peut monter jusqu'à 60. Donc, notre atmosphère garde la chaleur. L'atmosphère, c'est exactement ça. Donc, c'est une espèce de couche d'isolant invisible, autour de la Terre. C'est peut-être pour ça aussi que des gens disent « Ouais, mais moi, je le vois pas. Si je le vois pas, je le touche pas, je le sens pas, ça n'existe pas. » Comme saint Thomas, je ne crois ce que je vois. Mais ça, donc, si on le voit pas, ça n'existe pas. Mais en réalité, non, c'est là. C'est parce que nos yeux ne nous permettent pas de le voir. Mais il existe. On a des appareils qui ont mesuré ça. Et si vous remontez dans l'histoire de la science jusqu'à Lavoisier, puis même ceux qui l'ont précédé, ils ont découvert tous ces gaz-là par toutes sortes d'opérations faciles, vraiment intelligentes. Puis ils ont découvert... Bon, ça existe. La question, c'est quel est l'impact dans l'atmosphère si on en ajoute? Parce qu'il y a un équilibre qui s'est fait. Oui, c'est ça. Il y a un équilibre qui s'est fait. Depuis 10 000 ans, à peu près, le climat est stable sur la planète Terre. OK? Il y a des variantes nord-sud, est-ouest et tout ça. Avant ça, c'était une ère glaciaire. Avant ça, il y a eu une période glaciaire. Oui, il y a eu une période glaciaire qui a duré à peu près 20-25 000 ans. Je vais te demander une petite pause pour prendre un appel. Oui. On va continuer notre histoire par la suite. Parle, Georges, on vous écoute. Oui, on voit pas le CO2, mais on voit la garbage qui se spraye dans l'air du temps, par exemple. On voit la quoi? La garbage qui se spraye dans l'air du temps? Oui. Qui se spraye dans l'air du temps. Ça, c'est vrai. Ils voulaient bloquer le soleil, puis ils voulaient tout connaître des solar panels. Vous voulez dire les avions? Parlez-vous des chemtrails, ça? Oui. Ah, et ça, c'est simplement un phénomène de condensation qui... J'espère une minute, là. Je ne vais pas te laisser aller plus loin avec ça, là. Mon frère dit la même chose. Si ça serait de la condensation, là, oui. Si ça serait vrai que c'est de la condensation, là, tu ne pourrais pas driver de la ville de Toronto l'hiver, parce que tous les chars font le steam. C'est pas de la steam. Puis un ingénieur de Boeing a dit « It's impossible for a turbofan engine to do that. » Oui, mais c'est pas l'engin qui fait ça. C'est quand l'air passe à une certaine température, passe à travers cet engin-là qui est comprimé, puis qui est chauffé, puis tout ça, puis ça pousse. C'est ça qui pousse l'avion, là. C'est incroyable. Ça en engobe de l'air. Puis ça ressort à l'autre bout. Bien, dépendamment des conditions en haute atmosphère, il fait toujours plus froid à ce niveau-là. Il fait toujours très froid. Les avions sont quoi, à peu près 30 000 pieds? Oui. C'est pas les mêmes conditions qu'à Toronto dans la rue. Là. C'est exactement. C'est pas les mêmes conditions. Donc, l'air est beaucoup plus frais. Et puis là, quand ils y passent là-dedans, des fois, il y en a, des fois, il y en a pas. Ça dépend des endroits. Mais généralement, il fait plus froid. Donc, vous avez ça. Oui, vous avez ce phénomène-là. Je comprends ça. Moi, je pense qu'on fait un peu fausse route. J'imagine mal que des compagnies aériennes comme Air Canada puis toutes ces compagnies-là du monde... Quel avantage ils auraient à faire ça? Puis transporter quoi? Il faudrait qu'ils transportent des tonnes de liquide pour faire quoi? Que ça donnerait de mettre ça là? Les mecs savent avec la fioule. Oui, mais qu'est-ce que ça donne? Expliquez-moi. Ils sont bien payés pour le faire. Mais pour faire... Mais c'est pas ça la question. La question, c'est... Qu'est-ce qu'on met... Mais qu'est-ce que ça donne de faire ça? Comment ça se fait qu'il y a deux planes qui sont côte à côte, à peu près la même hauteur, puis il y en a un qui le fait, puis l'autre le fait pas? Non, moi, j'ai pas d'éducation, mais je suis pas sûr de ça avec ça, là. Oui, mais... Comment ça se fait qu'il y a deux planes côte à côte qui fait... Il y en a un qui le fait, puis l'autre le fait pas? Écoutez, savez-vous ce qu'on va faire? La semaine prochaine, là, mardi prochain, là, je vais fouiller ça, puis je vous reviens là-dessus. Oui. On fait une deal?
Oui, on va essayer de faire les recherches nécessaires encore une fois. On en a parlé plusieurs fois. On va voir pourquoi il y aurait un avion côte à côte, un qui le fait, un qui le fait pas. Mais je vous remercie pour votre appel. On va faire d'autres recherches là-dessus. Bienvenue. OK, bonne journée. Parle, Georges, on vous écoute. Oui. Il a raison, lui, là. La vapeur, puis ça reste pas des 4-5 heures dedans dans l'air. Ça se fait pas, là. Ouais, les nuages, c'est quoi? Hier. Les nuages, c'est ça? Ben, regardez les nuages qu'il y a aujourd'hui, là. C'est pas des nuages. OK, là? Tout ce qui a sprayé hier, là, partout dans le ciel, sont encore là. Il n'y a pas de dire que la vapeur reste des heures puis des journées de temps dans le ciel arrêté, là. Ben absolument. C'est comme ça que les voyages, c'est comme ça que ça voyage, la vapeur d'air. Le phénomène, le cycle de l'eau, c'est comme ça. Non. Je peux dire ça, vous prenez ça. OK. Les instruits avons dit, c'est pas ça que c'est. Qui ça y avons dit? Qui ça y avont dit? Tout le monde de science, c'est ça qu'ils veulent tu crois, allô, là, ça devrait pas rester de faire des grosses lignes partout dans le ciel pour des heures de temps. La vapeur, ça reste pas, t'as des haut dans l'hiver, tu souffles, là. Ça reste pas là 4 heures de temps, là, à l'arrière de toi. Est-ce que vous prenez-vous l'avion de temps en temps? Avez-vous pris l'avion, monsieur? Oui, je la passe, puis je vois pas ces trails en arrière, vous voyez pas. Vous pouvez pas voir en arrière. Whatever, ça voit pas, je suis dans le ciel en arrière. Vous pouvez pas le voir quand vous êtes dedans. Avions, peut-être voir un petit peu le bleu. Ouais, peut-être vous pouvez voir un petit peu juste derrière le moteur si c'est le jour, puis vous êtes assez... Vous avez pas mal au cou. Si ça vous croyez, c'est fine, pas de trouble. On a trop à cette heure, si tu regardes le ciel, là, c'est pas des nuages. Arrêtez, là. Mais vous prenez votre information. Cette information-là, vous la prenez où? Prouve-le que c'est pas vrai. Moi, j'ai rien à prouver. Mais Donc, monsieur, c'est à vous de prouver que c'est... Qui a prouvé? Comment tu veux prouver ça? Parce que les scientifiques disent que c'est ça, parce que c'est ça qu'ils veulent qu'on croit. Ben, oui, mais c'est comme les gens qui disent... Oui, mais c'est comme les gens qui disent on a pété ça à la Lune. Pourtant, on a des images, on est allé là. Pourquoi la NASA aurait faké ça, aurait créé une fusée qu'ils ont envoyée dans les airs juste pour le fun? On a été sur la Lune, mais aujourd'hui, là, si tu vas prendre ta cell phone, tu vas driver dans Moncton, Shediac, partout, ta phone coupe. Comment ça se fait que ça, c'est partout de bam, master? Parce qu'on est passé du 4G au 5G. Je vais vous le dire pourquoi. Puis regardez tout le gros problème qu'il y a dans Regardez le gros problème qu'il y a dans la péninsule acadienne. Il faut rajouter des tours. Pourtant, ça fonctionnait bien avant. On avait le 3G, on a monté au 4G. Mais là, tout à coup, les compagnies nous imposent le 5G. Pourquoi? 5G. Le 5G, avec le 5G, c'est tellement rapide, c'est tellement puissant. Mis là, on a beaucoup moins de cell phone coverage partout. Oui. Il n'y en a pas moins, c'est nos téléphones qui sont trop performants pour que la capacité des tours puisse faire pour tout le monde. C'est ça la réalité du 5G. Donc, il faut qu'ils mettent plus. C'est très puissant, mais sur une courte distance. Donc, il faut vous rajouter en ville, ça va, parce qu'il y a assez de tours, donc on change. Mais quand vous sortez des villes, là, il faudrait on en rajoute partout. C'est ça le problème, c'est qu'il y a des fabricants qui font des appareils plus performants, sans vérifier si les distributeurs, ceux qui fournissent le signal, parce que quand tu achètes un téléphone, tu achètes le téléphone. Après ça, tu te retournes, puis tu vas chez Bell ou chez n'importe qui d'autre pour dire, j'ai besoin l'utiliser. J'ai besoin d'un signal, permettez-vous, puis là, on achète une carte, une petite clé, là. Pas une clé USB, mais une petite, voyons, comment ça s'appelle, la petite carte qui va dedans? J'ai un blanc, mais une petite carte SIM, merci. Et puis là, ça nous permet, avec notre fournisseur, de pouvoir communiquer avec tout le monde. C'est ça, comme ça que ça marche. Depuis 5G, t'as pas me dire qu'on n'a plus de cell phone coverage nowhere à cause qu'il n'y a pas de tower? Je suis pas en train de dire qu'il y en a. Non, je suis en train de vous dire que pour que le 5G soit pleine performance, va falloir que les compagnies ajoutent des tours un peu plus, un peu partout, pour pouvoir envoyer autant de signal d'une à l'autre. C'est ça l'affaire. Donc, c'est comme si un a sorti une affaire plus vite que le fournisseur était capable de le faire fonctionner. Ouais. C'est un peu ça. C'est comme si on disait, on va vous donner des belles voitures, mais on fera les chemins plus tard. Puis il n'y a pas de chemin.
Ça n'a pas de sens. Où on a encore des vieux chemins de terre, mais ma voiture peut rouler à 140. Ça me sert à rien. Donc, c'est ça. Donc, il faut faire des chemins. Alors, il faut que tout se développe en même temps. Puis les téléphones, ben on les perd, puis on les échappe, puis on les casse, puis on veut le dernier, puis on est des bons consommateurs. Fait qu'on est peut-être pas des si bons citoyens, mais on est des bons consommateurs. On a vraiment compris ça. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ben, on essaie de faire ça. Puis là, les compagnies qui se donnent le service, ben là, il faut qu'ils se rattrapent. Et donc là, ils demandent au gouvernement, aidez-nous. Voyez-vous? Évidemment, ça va venir, mais en réalité, la 5G, on n'en a pas besoin. Je paye mon bill, puis j'ai pas de coverage everywhere, ça vaut pas. Tu payes 140$ par mois pour un bill de cell phone, tu peux pas parler avec 15 000, tu peux pas parler sur le highway 115. Avez-vous un nouveau téléphone? Tu peux pas parler à Chidiac. Est-ce que vous avez un nouveau téléphone? Il y a 2 ans de vieux. Il est pas je vais pas aller m'acheter un téléphone de 1500$. Exactement. En fait, vous faites ce que vous pensez qui est le meilleur pour vous, là. Mais moi, tant et aussi longtemps... les cellulaires travaillaient avant. Ouais. Les cellulaires travaillaient avant. Même les flip phones, ça travaillait avant. Arthur, tu travailles pas anywhere. Tu peux plus parler à personne dans tout. La phone coupe sur toutes les écoles de Moncton. C'est ça. Même dans Moncton. Parce que les antennes de 4G, il faut les remplacer par des 5G. Donc, il y en a moins de 4G. Et puis, il y en a moins de... C'est ça. Les lignes de téléphone ne sont même pas dans l'air. C'est pas dans l'eau, ça? Non. Non, les cellulaires... Dans le ciel, ça? Ces 5G, là? Ben, il y a les deux. Ouais, je laisse Jean-Pierre vous expliquer. Ils ont mis ça pour on a beaucoup moins de coverage. Ça veut dire que ça avait été mieux. À Mickey's Mill, une grosse powered 5G. C'est huge. Tu passes là, ta phone coupe. C'est pas pour les cell phones, ça, tu viens juste de dire? Oui. Parce que ma phone couperait là pas. Oui, mais aujourd'hui, nous autres, ça nous prend tous des téléphones. Puis le 5G, je viens de vous le dire, là. Les 5G, là, c'est un téléphone, puis en collaboration avec la Tour, puis les autres, c'est des outils très puissants. C'est-à-dire qu'il y a une grosse bande passante qu'on voit pas. Hein? Mais qu'il y a une grosse bande passante. Vous pouvez, avec la 5G, écouter un film en 4K sur votre téléphone, si vous voulez. OK? Oui. C'est énorme. C'est énorme. Avant, tout ce qu'on envoyait, c'était des textos, puis on se parlait au téléphone. Ça prenait pas d'espace. On pouvait en passer des milliers d'appels en même temps. Là, tout à coup, il y en a un qui dit « Moi, j'en veux beaucoup de bandes passantes parce que mon téléphone me le permet. » À ce moment-là, il y en a d'autres qui en souffrent. C'est aussi simple que ça. Homeline, ça coupait pas. Tout le monde a changé au cell phone. C'est vrai. Plus facile. Puis à cette heure, il n'y a plus de homeline. Prenez les cell phones, ça coupe. Et voilà. Ben, peut-être qu'on devrait revenir à la... En fait, quand on met tous nos œufs dans le même panier de la technologie, à un moment donné, c'est ça qui arrive. On veut tout, mais on voudrait tout que ça marche, mais à un moment donné, il y a des coûts à ça. Êtes-vous prêt à payer le double pour avoir des taux partout? Si on va mettre ces swipe-là avant de mettre de quoi pour les cell phones, ça veut dire qu'ils en font à l'envers. Ça va vraiment ce qu'ils font. Je suis d'accord avec vous. Vous avez raison. C'est planète right now. Yay! Anyway, bonne soirée. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Bien. C'est la fin de l'émission. On aura fini là-dessus. Peut-être que tu peux juste me finir vite ton effet de serre. On était rendu presque avant donc, les le CO2, quand il est dans l'atmosphère, les autres gaz à effet de serre, tout ce qui se produit, au fond, c'est que les rayons du soleil descendent sur Terre et puis ils rebondissent, OK? Ouais. Il y a une certaine qui sont absorbées par la plante et tout ça, mais il y en a une partie qui rebondissent. Et quand ils rebondissent, ils sont captés justement par les gaz à effet de serre. Par le CO2. Par le CO2. En fait, c'est une partie, c'est les infrarouges. Parce que la lumière, et il y a tout un spectre, là, les micro-ondes, là, ça va jusqu'à... les infrarouges, ultraviolets et tout ça, il y a des couleurs qu'on voit, mais il y a d'autres couleurs qu'on ne voit pas. Mais elles existent, pas parce qu'on les voit pas. Donc, les infrarouges, par exemple, ils existent. Et les molécules de CO2 vont capter ces infrarouges. La particularité de l'infrarouge, c'est qu'il est associé à la chaleur. Il fait plus chaud. Et donc, la molécule, puisqu'elle est stable, elle réchauffe l'air environnant. Okay. Et donc, plus il y a de CO2 dans l'air... Plus on aura de gaz à effet de serre, plus on va capter ces gaz-là et la couverture autour de la Terre va continuer d'être plus épaisse, d'une certaine manière. Et donc, il va garder les rayons du soleil. C'est aussi simple que ça. C'est compliqué, mais c'est simple en même temps. Mais un coup qu'on le comprend, on se dit, OK, maintenant, pourquoi qu'on continue d'en mettre autant et qu'on ne réfléchit pas à se dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être pour baisser ça? À chaque fois, on fait appelle ça des accords internationaux là, sur la réduction de gaz à effet de serre. À chaque fois qu'on en signe un, jamais on atteint nos objectifs. Jamais. Le Canada n'a jamais atteint ses objectifs. À partir de Kyoto en 92, non seulement on devait les réduire de 25%
jusqu'en 1990, c'est-à-dire prendre comme référence 90 puis réduire de 25 %, on a augmenté. Parce qu'à chaque fois, il y a un changement de gouvernement, parce qu'à chaque fois, ça devient une question secondaire, parce qu'à chaque fois, on a une élection, par exemple, aux États-Unis, là, qui vient, on met les scientifiques dehors. Le président américain a même signé un décret pour... Il y a 2 outils essentiels maintenant pour mesurer la quantité de CO2 dans l'atmosphère qui sont gérés par les Américains. Il y a un satellite, c'est son travail, puis il y a un autre qui est sur la station spatiale internationale. Donald Trump a donné l'ordre de détruire le satellite puis de fermer l'autre qui est branché. On les veut pas, les données. Puis on prend des scientifiques qui analysaient ça puis on les met dehors. Donc, s'il n'y a pas de problème, si on ne peut pas mesurer, il n'y a plus de problème. S'il n'y a pas de problème, on continue de faire ce qu'on veut. Voyez-vous, c'est cet effet pervers de... La science, elle est utile. Si on a notre téléphone cellulaire, puis nos téléphones portables, puis nos voitures, c'est parce que la science a démontré, a fait des pas de géant, puis on s'est fié à la science pour avoir ce qu'on a. Pourquoi, au niveau des changements climatiques, on n'y croit plus? C'est pas les mêmes scientifiques, mais c'est le même procédé scientifique qu'on a utilisé pour démontrer que ça existait. Donc, il n'y a aucune raison qu'on doute de ça. C'est pas au niveau de la croyance, c'est au niveau de la raison. Et ça existe, c'est la raison, nous dit, les scientifiques nous disent que ça existe, on n'aurait pas raison de douter de ça. C'est plutôt le manque de courage politique pour arriver à ça. C'est là qu'on est dans une situation où on n'a pas le courage politique de prendre en considération les avis scientifiques, puis de se donner un objectif. Et de l'atteindre. Puis dire, comment est-ce qu'on va y arriver? Ouais. Donc, il faut mettre tout le monde autour de la table, parce que la seule manière qu'on va y arriver, c'est en discutant tout le monde ensemble, comme le monsieur qui nous a appelé pour les téléphones cellulaires. Il y a un problème avec les gens qui utilisent leur cellulaire. Alors, ça prend les citoyens, ça prend le gouvernement, mais ça prend les fabricants, puis ça prend aussi les gens qui rendent le service de communication à tout ce beau monde-là, les asseoir ensemble, qu'est-ce qu'on va faire? Mais ça veut dire que tranquillement, pas vite, ils vont augmenter là, les bornes 5G. Je veux dire, ça va s'arranger, ce problème-là de ne pas avoir de réception à différents endroits. Là. Ça devrait. Ça va s'arranger avec le temps. Mais ça va prendre un certain temps. Ouais. Donc, il y a des gens qui vont... moi, je dirais qu'ils n'ont pas une bonne couverture pendant encore oui. un bon temps. En fait, oui. Oui. Ça va être la problématique. Je te remercie beaucoup, Jacques. Jacques Giguère, qui est avec nous aujourd'hui. Une grande carrière de journalisme à la retraite depuis 4 ans environ. Et ça a été très intéressant et enrichissant encore une fois. Je te remercie et on se revoit la semaine prochaine. Merci à tout le monde qui a participé. Merci d'être à l'écoute et on se revoit bientôt. Bonne journée. CJSE.